1925-1926, avant l'État totalitaire, il y a des résistances qui s'organisent, une résistance violente. 1919, 1920, 1921, les mouvements fascistes deviennent violents. Contre qui? Contre les socialistes, contre les syndicats. Donc en fait, en Italie, ces années-là, des historiens ont parlé des 2 ans noirs, les biennio nero, pour les mettre en opposition avec les 2 ans rouges. D'autres historiens parlent d'une vraie guerre civile en Italie à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actions violentes qui ont lieu entre les socialistes et les communistes, les prochains communistes, les partis communistes nés aussi autour de ces années-là, en 1921. Donc, entre les socialistes et les fascistes, pour les dire de manière simple. Giacomo Matteotti, à un moment, il écrit un compte-rendu de tous les épisodes violents qui ont lieu en ces années-là. Et en fait, si on va lire ces documents, on voit qu'il y a des épisodes de violence presque quotidiens à ce moment-là. Donc, ce sont souvent des fascistes qui vont attaquer des maisons du peuple, les sièges des journaux socialistes, par exemple les sièges de l'Avanti, mais aussi des fascistes qui s'en prennent des socialistes dans la rue parce que, je sais pas, pendant que les fascistes passaient, les messieurs socialistes, ils n'ont pas ôté son chapeau pour des raisons aussi très futiles. Les socialistes répondent. Les socialistes aussi exercent beaucoup de violence, en fait, contre les fascistes. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée de la guerre civile entre des factions à ce moment-là en Italie, parce que effectivement, il y a une violence continuelle. Il y a un groupe qui s'appelle gli Arditi del Popolo, que c'est un groupe formé par des socialistes, des anarchistes, des syndicalistes, qui exercent justement des actes de résistance contre le fascisme et des violences contre les fascistes. Ils arrivent même à faire face à des escouades d'action dans une révolte en 1922 qui a lieu dans la ville de Parme. C'est un des derniers épisodes de résistance en fait armée avant l'événement de l'État totalitaire. Donc, gli Arditi del Popolo, c'est un groupe qui n'arrive jamais à vraiment prendre beaucoup d'ampleur, mais qui a bel et bien existé et ses actions sont restées quand même dans les annales de l'histoire de l'antifascisme italien. Il y a aussi d'autres épisodes. Il y a un épisode qui est très important pour l'histoire italienne. On en parle aussi dans la mémoire de l'antifascisme, on en parle beaucoup. On les appelle en Italie les faits de Sarzana. Sarzana, c'est une ville qui se trouve en Ligurie. On raconte en fait que des escouades d'action doivent arriver dans la ville de Sarzana et en fait, ils se trouvent face aux gendarmes et aux gardes des rois qui décident qu'ils veulent pas faire rentrer en fait ces escouades d'action dans la ville de Sarzana. Il y a donc des combats, une bataille entre ces deux factions et c'est là que aussi les groupements de gauche commencent à rentrer dans la bataille et finalement il y a beaucoup de morts et il y a cet épisode de résistance d'une ville qui ne veut pas que les escouades rentrent dans la ville. Là, ce sont en fait les épisodes de Parme et les faits de Sarzana, ce sont les 2 épisodes les plus éclatants de résistance au fascisme, mais il y a aussi beaucoup d'épisodes plus petits, plus pointus, plus capillaires qui ont lieu dans une bonne partie de la péninsule, surtout dans les centres nord, parce qu'on les rappelle, en Italie, l'histoire du fascisme, l'histoire du socialisme, en ces années-là, c'est encore une histoire du centre-nord. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent aussi au sud, mais la dynamique est une dynamique du centre et du nord de l'Italie. Il suffit de penser que Mussolini est de l'Emilia-Romagna et Turati est la ville de Parme. Beaucoup viennent de là-bas, même si il y a des gens de Puglia, de Naples, etc. Pendant les années de la dictature, c'est un peu plus difficile d'exercer la résistance, on peut pas. La résistance clandestine devient une résistance beaucoup plus calme pendant les presque 20 ans du fascisme. Beaucoup de socialistes s'exilent et ensuite il y a une bonne partie des antifascistes qui se trouvent à l'étranger. Donc il y en a beaucoup en France, mais il y en a vraiment beaucoup en France, énormément. En Suisse,
Il y en a qui se réfugient dans la Russie soviétique, il y en a en Espagne et on les retrouve justement dans les brigades internationales lors de la guerre d'Espagne. À l'étranger, cherchent à organiser des réseaux antifascistes, c'est notamment le cas de Carlo Rosselli et aussi de son frère Nello Rosselli, qui, avec d'autres personnalités très connues, représentant surtout du socialisme italien, fondent en fait un mouvement qui s'appelle Justice et Liberté, qui est un mouvement antifasciste qui cherche à s'opposer par les idées, par une organisation politique, en fait, à ce qui se passe en Italie. La bataille se déplace tellement hors de l'Italie aussi qu'il faut penser qu'il y a des meurtres fascistes contre des antifascistes qui ont lieu aussi dans des pays qui ne sont pas l'Italie, notamment en France. Carlo Rosselli est tué par des fascistes en France et son frère Nello également. Et il y a aussi des fascistes qui sont tués par des antifascistes hors d'Italie. Donc les combats se déplacent aussi. En ce qui concerne ces moments du totalitarisme dans les frontières italiennes, les partis communistes, il est bien entendu clandestin à ce moment-là et cherchent quand même toujours à tisser des liens et à organiser une résistance interne. Il y a des exemples célèbres comme celui d'Antonio Gramsci. Il y a beaucoup d'intellectuels antifascistes italiens qui sont en Italie, qui sont envoyés au confino, donc à l'exil interne. C'était une pratique que les régimes fascistes utilisaient beaucoup. Donc envoyer ces intellectuels antifascistes dans des endroits très éloignés, dans des îles de la Méditerranée par exemple. C'est un exil, mais en fait ça restait en Italie. La violence est quelque chose d'intrinsèque au fascisme. Les violences et le fascisme vont main dans la main. Il n'y aurait pas fascisme sans violence. C'est pas un épiphénomène. Ça fait partie du fascisme, pas seulement de son idéologie, mais de sa pratique. Il y a un réseau de résistance qui se cache. Il faut savoir qu'ils étaient très persécutés. L'ennemi principal, c'était vraiment l'antifasciste. Il est contre les antifascistes. Donc, il y a la police fasciste qui est mise en place, l'OVRA qui est mise en place, et qui a comme but d'aller chercher les antifascistes, et le tribunal spécial fasciste donne des peines très sévères aux antifascistes. Cas exemplaire, Antonio Gramsci, antifasciste, qui passe une bonne partie de sa vie en prison. Donc, il y a bien sûr une résistance qui s'organise à l'intérieur de l'Italie, qui distribue des tracts, même depuis les confines, donc depuis l'exil interne à l'Italie, il y a des gens qui écrivent, mais tout cela reste bien sûr dans l'illégalité. Créé à l'initiative du Parti communiste, du Parti socialiste et des groupes Justice et Liberté, un comité d'action du peuple italien voit le jour à Grenoble fin 1942. Le premier numéro de son journal Ronéotypé est diffusé dans la garnison grenobloise en décembre 1942. Citons-les. Il fait appel à l'union de tous les Italiens sans distinction de foi politique ou religieuse, pour la paix séparée immédiate, pour reconquérir la patrie, la liberté et l'indépendance contre l'oppresseur hitléro-mussolinien. Fin de citation. Sa thèse principale est que les défaites essuyées en URSS et en Afrique du Nord exigent que l'Italie se dégage de l'emprise du régime fasciste qui l'a conduit à sa perte. À partir du 8 septembre 1943, les partisans s'organisent en brigades, des brigades de réseaux qui sont de toutes couleurs politiques. Il y a les réseaux partisans socialistes, communistes, catholiques, libéraux. Le Récit national italien a voulu peindre les partisans comme des communistes, mais en fait, il y avait beaucoup de communistes, mais il n'y avait pas que les communistes. Donc, les réseaux partisans s'organisent après 1943, donc après l'occupation naziste de l'Italie du centre-nord. Et il y a tout un réseau de résistance civile qui part à l'aide des brigades partisanes. Il y a toute une série d'actions partisanes violentes contre les nazifascistes, parce qu'à ce moment-là, on parle des nazifascistes en Italie, parce que l'Italie est en partie occupée par les nazis qui instaure la République sociale italienne, qui a à sa tête Mussolini, mais qu'en ce moment-là n'est qu'un fantoche entre les mains des nazis. Et ces moments de lutte entre les nazifascistes
et les partisans, c'est un autre moment qui est considéré par les historiens comme une guerre civile, un moment de guerre civile en Italie, tellement le phénomène est répandu. Donc, une violence par les deux côtés, avec quand même une différence qu'il faut reconnaître. Les partisans, quand ils doivent tuer les hiérarques fascistes ou les nazis. Les nazis fascistes, et les nazis fascistes à partir de 43, surtout en 44-45, accomplissent des vrais massacres en Italie. Il y a des vrais massacres, des exactions, des massacres qui ont lieu en Italie en ces années-là. Un des plus connus est le massacre de Marzabotto ou encore le massacre de Sant'Anna de Stazzema. Il s'agit de petits villages dont les Apennins, l'un est plutôt vers l'Émilie-Romagne, l'autre est plutôt vers la Toscane, mais ils sont dans les Apennins entre les deux régions. Où en fait des civils, en représailles d'actions partisanes, des civils sont tués de manière atroce. Dans l'un des deux cas, les civils sont renfermés dans une église et l'église est brûlée par les nazis qui les font en représailles contre les partisans. Ce qui rend aussi pas tout à fait facile de retourner à un État pacifié après 1945. Mais c'est par cette action commune entre les partisans et les civils qui aident les partisans, en plus que les Américains, que l'Italie se libère en avril 1945.